vois pas une seule Mary Jane toute nue. Déception! Ah! Pas de panique, on est toi d'une réalité parallèle. Je suis Spider-Tropper et ça c'est Spider-Muscle. Ah! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Apparemment dans cette réalité, Peter Parker n'a jamais été mordu par une araignée et est resté un humain normal. Ah! Mais du coup, c'est Spider quoi? Bah c'est Spider que dalle. Enchanté, Spider que dalle, je suis Spider-Muscle. Ah! Attends, c'est pas tout. Que se passe-t-il? Dans cette réalité, Spider-Man 2 n'existe pas. Oh! Spider-Muscle! Qu'est-ce qui lui arrive? Un monde sans Spider-Man 2, c'est trop dur pour lui, il est en train de perdre la volonté de vivre. C'est le meilleur film du monde. Mais on peut pas juste mourir parce qu'on a plus envie de vivre. On va dire ça à Padmé. Allez, accroche-toi mon gars. Rappelle-toi tous les souvenirs qu'on a ensemble. Je suis Spider-Muscle. Viens avec moi si tu veux vivre. Ok, on se connaît pas depuis super longtemps, mais quand même. N'oublie pas Je t'écoute mon pote, je t'écoute. les quadrilles. Je tiens à dire que j'avais presque réussi à me calmer, mais que là ça commence à revenir. Et donc dans toutes les réalités, une version de toi est un super-héros, sauf dans celle-ci où t'es tout pourri et le meilleur film du monde n'existe pas. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait du mec mort dans ma chambre? Il est parti trop tôt. Ça répond pas à ma question. Non, j'imagine bien. Tu dois te demander pourquoi Spider-Man 2 est le meilleur film du monde. Non, je reste concentré sur le cadavre. Oui, mais moi je te parle de Spider-Man 2 réalisé par Sam Raimi en 2004. Oui, j'avais compris, mais je pense que ces sphincters se sont relâchés en mourant. Tout le monde dit que Spider-Man 2 est objectivement le meilleur film Spider-Man, c'est pas rien non plus. Alors objectivement meilleur, c'est un paradoxe sémantique déjà, et ça sent la merde dans ma chambre. T'es en train de sous-entendre que Spider-Man 2 est un film surcoté? Non mais j'ai bien compris que vous vouliez amener votre sujet, mais franchement faut qu'on le bouge là. Parce que Spider-Man 2 est non seulement mon film de super-héros préféré, c'est peut-être aussi mon film préféré tout court. Alors si quelqu'un dans le multivers sous-entend qu'il est surcoté, je suis obligé d'en faire une analyse aussi objective que possible pour le défendre, au-delà de mes préférences personnelles. Je vais aller chercher une serpillère. J'ai construit mon identité autour de ce film. C'est pas juste ma crédibilité qui a mise en question s'il est pas si bon que ça, c'est qui je suis. Attaquer Spider-Man 2, c'est attaquer ma personne. Non mais vraiment, ça sent les excréments, j'ai besoin de sortir. Pas avant d'avoir écouté mon analyse sur le film. Mais je l'ai pas vu votre film, vous l'avez dit vous-même, il n'existe pas dans ma réalité. Dans ce cas, je vais devoir le résumer en vitesse. Je suis pas sûr que devoir est le terme exact. Spider-Man 2 s'ouvre sur une cinématique de PlayStation 2, mais avec des beaux dessins qui résument le premier film. Oui, c'est un résumé dans un résumé, donc... Peter nous parle encore de la fille de ses rêves dont le visage est affiché sur un panneau très mal incrusté dans le fond. Sans déconner, je peux faire ce genre d'effets spéciaux en 10 minutes sur After Effects. On retrouve donc notre héros dans la ville de New York, ses immeubles, ses pizzas, ses conducteurs... Une journée normale pour un livreur Deliveroo. Être Spider-Man empêche Peter de faire son travail correctement, et il est renvoyé par un pizzaiolo qui prend quand même le temps de lui annoncer tous les thèmes du film. Pour faire simple, toute l'introduction nous montre comment être Spidey ruine la vie de Peter. Il perd son boulot, il est humilié publiquement par JJJ, qui reste le putain de meilleur, il a des galères d'argent, il rate ses études. Regardez, ça c'est le Dr Connors. C'est un personnage important, si jamais la franchise arrive à son 4ème film. On me fait signe que non. Peter prépare une dissertation sur le docteur Otto Octavius, clin d'œil. Quand il rentre chez Tante May, celle-ci lui fait une surprise avec MJ et Harry pour son anniversaire, qu'il avait oublié. Signe ultime dans la fiction qu'un personnage déprime. Et 30 secondes chrono avant que Harry ne ruine l'ambiance avec son obsession pour Spider-Man. Vraiment la pire personne. Puis il encourage Peter à tenter sa chance avec MJ alors que c'est son ex. C'est... sympa. Et il lui propose de rencontrer Octavius parce que Scorp finance ses expériences. C'est vraiment sympa. Non c'est bon, il est reparti en mode psychopathe. Après la fête, Peter découvre que Tante May a des problèmes d'argent et risque de devoir hypothéquer sa maison. Mais celle-ci insiste pour lui donner un billet de 20 et il y a de la poussière dans l'air, non? Peter parle avec MJ, prétendant encore ne pas l'aimer, mais la tension entre ces deux personnages est plus dense que le squelette de Wolverine. MJ lui annonce alors qu'elle a un crush sur quelqu'un d'autre. Le saviez-vous? Le terme crush vient de la façon dont le cœur de Peter est écrasé par cette nouvelle. Peter rentre dans son appartement, se fait bolosser par son propriétaire, et on découvre dans quelles conditions il vit. Franchement, selon les critères parisiens, ça passe. Il y a même vu sur l'Empire State Building. Et toilette sur le palier. Harry présente Peter à Octavius, ce qui est le genre de choses que font les bons amis. Non, un bon ami avec autant d'argent laisserait Peter habiter dans son gigantesque manoir, ou au moins garder l'appartement qu'il partageait dans le premier film. Harry est la pire personne, je ne changerai pas d'avis. Les deux génies commencent à parler scientifiquement en suivant un script qui n'a clairement pas été écrit par un scientifique, mais on comprend l'idée. Fusion nucléaire, mini-soleil, absolument aucun risque. Otto Octavius est un homme intelligent et gentil avec une femme aimante et parfaite, ce qui veut dire, selon les règles de la fiction, qu'elle ne survivra pas le premier acte. Il conseille à Peter de se mettre à la poésie pour avoir la femme de ses rêves. Peter commence
commence donc immédiatement à lire de la poésie et Roméo et Juliette, ce qui est un très mauvais exemple à suivre au niveau romance. Peter essaye d'aller voir la pièce de MJ, mais il est interrompu par le crime. D'ailleurs, petite note, je suis jamais allé à New York, mais à cause de ce film, je suis persuadé que les New-Yorkais conduisent vraiment dangereusement, parce que ces courses-poursuites ne semblent choquer personne. Il arrive finalement en retard, et Bruce Campbell, qui a quitté sa carrière d'annonceur de catch pour devenir portier dans un théâtre, l'empêche d'assister à la pièce. Oh, un zoom moche. Peter attend MJ dehors, mais son nouveau petit copain arrive. Le tisseur s'en va par les airs, perturbé par la compétition avec un autre homme, et d'un coup, il est incapable de lancer ses toiles. Ceci n'est pas une métaphore du tout. Peter commence à perdre ses pouvoirs, et on se demande vraiment pourquoi. Dommage que le film soit si subtil dans sa symbolique. Le jour de l'expérience d'Octavius arrive. Une expérience scientifique au début d'un film, aucun risque. Pour détendre l'atmosphère, il fait une petite blague sur l'argent, et Harry semble confus, ayant du mal avec le concept simple d'avoir besoin d'argent. Pour manipuler le soleil en fusion, Octavius s'est fabriqué des tentacules mécaniques dotés d'une intelligence artificielle, mais heureusement cette petite LED nous indique qu'elles ne peuvent pas prendre le contrôle de son cerveau. Il utilise du scénarium pour lancer la fusion et oh, c'est Jean de Lost. L'expérience fonctionne et c'est un succès fulgurant. Au revoir femme du vilain tragique. Au revoir puce inhibitrice. Au revoir premier acte. Peter sauve la vie d'Harry qui réagit plutôt bien. Et Octavius est emmené à l'hôpital dans une scène qui nous rappelle que Sam Raimi s'est fait connaître comme réalisateur de films d'horreur. Voilà, donc si vous l'avez pas, ça c'est une référence très subtile à la trilogie Evil Dead. Otto massacre les docteurs et... Ok Vador, dans la ville de New York où il fait bon être piéton, Otto trouve une de ces ruines abandonnées qui pullulent dans les métropoles. JJJ essaye de lancer le MCU, mais il se contente de nommer notre vilain, le docteur Octopus. Peter est engagé par Jameson pour prendre des photos à une soirée. Ok, mais vous pouvez faire le même. Il y a une transition vague chelou et on retrouve Octavius en plein dilemme avec ses tentacules, ce qui sonne bien plus japonais que je ne l'aimerais. Et cette scène me rappelle que dans les années 2000, tous les méchants étaient Gollum. Faut croire que la plus grande phobie à l'époque, c'était la bipolarité. Il est convaincu de reprendre son expérience, mais il lui faut de l'argent. Comme c'est un homme bien, il décide d'aller voler une banque, symbole de la prédation des classes bourgeoises sur le peuple, afin de financer son projet d'énergie économique et écologique qui profitera à tous et... Ah non, on me signale que c'est méchant, parce que c'est pas gentil. Je note. En parlant du peuple, Peter accompagne Tante May à la banque et est-ce que Jeff Winger est leur banquier? Est-ce que Community fait partie du même univers que Spider-Man? Est-ce que j'ai une troisième chose à énumérer? Octavius attaque la même banque au même moment parce que le scénario et Peter part en courant, laissant sa pauvre tante avec Jeff Winger. Et cet agent de sécurité est clairement mort. Comme dans toutes les banques de la réalité véritable et réaliste, celle-ci contient des gros sacs remplis de pièces d'or. Ah, on me fait signe que j'ai confondu la réalité et les BD de Picsou. Bref, Otto essaye de voler de l'argent, la trahison de classe de Spidey lui cause des problèmes de performance, et le méchant s'enfuit avec Tante May. Parce que le scénario. D'ailleurs, on notera que Tante May a bien entraîné le haut du corps pour s'accrocher comme ça à un parapluie. Tante biceps, ouais. Un caméo de Stanley plus tard, et Spidey refait le saut lance-pierre du premier film, mais avec des meilleurs effets spéciaux. Octopus essaye de le tuer, mais Tante biceps l'arrête. Et attention, ça va très vite, un plan underboob de figurante gratuit au possible. Est-ce que ce film a éveillé ma sexualité en 2004? C'est la soirée où Peter doit prendre des photos, et la vie lui chie tellement dessus qu'il n'a même pas le droit à un petit four. Harry est présent et se bourre la gueule au champagne sous prétexte qu'il est ruiné. Sache mon cher Harry que si tu te bourres la gueule au champagne, tu n'es pas encore si ruiné. Peter découvre que le copain de MJ n'est nul autre que le fils de Jameson et un astronaute, soit juste en dessous de Spider-Man sur ma liste de métiers que je veux faire quand je serai grand. C'est moi ou il a des airs d'Andrew Garfield? Peter essaie de se réconforter avec un canapé, mais bordel, laissez-le au moins avoir un petit four, une gougère, une petite knacky ball dans de la pâte feuilletée. Il tente de séduire MJ avec de la poésie, ce qui ne marche pas. Otto a menti, il était méchant depuis le début. Mais il réussit à attraper un cocktail! Et il est vide, monde cruel. Si cruel que l'astronaute annonce avoir demandé MJ en mariage, ce qui finit de pousser Peter en Spider-dépression. Ses pouvoirs le lâchent et il décide de parler avec Oncle Ben dans sa tête. J'en ai marre d'être Spider-Man. Un grand pouvoir. J'ai 30 ans et je suis puceau, Oncle Ben. Oh. Peter jette son costume et abandonne la vie de Spider-Man. Tout s'arrange alors plus ou moins. Il redevient le gros naze qu'il était, mais il est heureux, comme nous l'indique cet immonde arrêt sur image où il sourit. Dégueulasse. Il peut même aller voir MJ jouer dans sa pièce, et il tente de la reconquérir alors qu'elle est fiancée. Jameson récupère le costume de Spider-Man et jubile, pendant que Ned est dévasté. Spider-Man n'est plus, et Peter retourne voir Tante May pour lui avouer qu'il est responsable de la mort de l'oncle Ben, et c'est dingue la poussière ici, franchement. Pendant ce temps, chez Harry Osborn, Otto vient demander à avoir un peu plus de scénarium pour son expérience, et Harry accepte de lui donner en échange de Spider-Man. Puis il demande à Octavius de ne pas blesser Peter. Putain. En se baladant dans la rue, Peter tombe sur un immeuble en flammes, et je réalise qu'à cause de ce film, dans ma tête, il y a toujours au moins un incendie en cours dans New York. Sans ses pouvoirs, il décide d'aller sauver une petite fille, et c'est une de mes scènes de super-héros préférées, alors j'ai même pas de blague à faire. Malheureusement, sans qu'il ne le sache, quelqu'un était bloqué au 4e étage et est mort dans les flammes. Comme Peter a trop lu Shakespeare, il fait un monologue à sa fenêtre quand sa voisine vient lui rendre visite. Elle lui propose alors du gâteau. Je veux une voisine comme ça. Nique les petits fours de la bourgeoisie. Nourrissons-nous de gâteaux au chocolat du peuple. En parlant du peuple, Tante May doit revendre sa maison, et elle dit à Peter qu'elle le pardonne, et je vais aller
passer l'aspirateur parce que ça commence à faire beaucoup de poussière là. Tante May fait un petit discours sur l'héroïsme qui motive Peter à reprendre la vie de Spider-Man, mais non. Pendant ce temps, MJ prépare son mariage avec son fiancé qui, autant qu'on puisse le dire, a l'air vraiment sympa et amoureux. Elle tente le baiser inversé avec lui, mais ça marche nettement moins bien sur un canapé que dans une allée sombre. Du coup, elle accepte de prendre un café avec Peter, prête à lui donner une chance, mais comme celui-ci a décidé qu'il allait redevenir Spider-Man, il lui refait le coup de la fin du premier film. Tu te fous de ma gueule. Elle lui demande de l'embrasser, désolé pour le fiancé, mais le scénario est de retour. Les gens conduisent vraiment n'importe comment à New York. Doc Ock kidnappe MJ et Peter émerge des décombres, prêt à botter des culs. Mais il prend quand même le temps de calligraphier un joli petit message pour Jameson avant de récupérer son costume. La scène d'action suivante est sans doute la plus iconique de toutes les scènes d'action de super-héros. Y a pas de blague, c'est une scène de ouf. On notera que même les transports en commun ne sont pas sûrs à New York. Le jour où je pourrais y aller, je vais mourir. Octopus arrache le levier du frein et laisse Peter se démerder. Une mini-explosion brûle son masque pour qu'on puisse voir son visage lors de la grosse scène d'action. Ah ouais, ça valait le coup. C'est la tête que je fais après avoir mangé trop épicé. Ou pendant l'amour. Ou après avoir mangé trop épicé pendant l'amour. Oh, des muscles en mousse. Peter arrête le train et est porté par les passagers dans une symbolique subtile à souhait. Jésus! C'est Jésus! Ceux-ci s'étonnent de voir le visage de Peter. Du calme, il a 30 piges. Ils promettent de ne rien dire, ce qui ne vaut pas grand-chose, et Peter est donc obligé de tuer tous les témoins. Heureusement, Doc Ock l'interrompt et le capture. Transition araignée! Il livre Spidey à Harry et récupère son scénarium. Pourquoi il est entouré dans du barbelé? Harry retire le masque de Spidey, prêt à le tuer, mais quand il découvre que c'est Peter, il est incapable de le faire. Mais enfin... Sous le choc, Harry lui demande pourquoi il a tué son père, ce à quoi Peter répond qu'il y a des choses plus importantes. Octopus ramène le scénarium dans son repère, où il garde MJ attaché et complètement trempé, et oui, ce film a clairement éveillé ma sexualité. Heureusement, Spidey est là. Comment a-t-il su où aller? Très bonne question. Alors en fait... Oh non, regardez, Octopus a lancé sa fusion nucléaire. Les deux ennemis s'affrontent, et Spidey prend le dessus sur Doc Ock. Mais MJ va se faire avaler par le mini-soleil. 2 secondes, je dois taper le méchant. Il sauve MJ au dernier moment, mais Octopus se redresse et reprend l'avantage. Heureusement, Mary Jane intervient et... J'ai rien dit. Spidey réussit à arrêter Octopus en le faisant transpercer les câbles électriques, ce qui est logique. Des bras métalliques conduisent l'électricité. Du coup, pourquoi ça l'avait pas affecté dans la scène de l'hôpital? Très bonne question. Alors en fait, oh non, regardez, même débranché, le mini-soleil ne s'éteint pas. Et regardez-moi ça, ils ont pas d'auto-école à New York, c'est pas possible. Pendant que les bras d'Otto sont KO, Peter lui ressort son discours ainsi que celui de Tante May. Le docteur reprend le dessus sur les bras mécaniques et décide de se sacrifier pour éteindre le mini-soleil en le plongeant dans le fleuve. Car ce film n'a vraiment pas été écrit par un scientifique. Au même moment, MJ découvre que Peter est Spider-Man. Mais c'est alors que danger de mort! Peter rattrape le mur et MJ décide de chiller tranquille par terre au lieu de s'enfuir. Notre héros lui fait quand même sa déclaration d'amour pendant qu'Octavius se met sous son mini-soleil pour le couler. Je déteste vivre! Le mini-soleil plonge sans faire s'évaporer l'eau dans une explosion de vapeur et Spidey emporte MJ en accrochant sa toile à un nuage, je suppose. Peter tisse une jolie toile pour permettre à MJ de prendre une pose sexy. Oh mon dieu, mais je suis en train de comprendre tellement de choses sur moi-même. Oui, ça se voit que c'est des câbles avec du fil plastique enroulé autour. Peter dit à MJ que c'est trop dangereux d'être ensemble, puis il la fait descendre au sol avec une toile, ce qui est super long et super con. Pourquoi il la dépose pas juste avant de repartir? Le fiancé de MJ, qui est monté dans la voiture de police tellement il s'inquiétait, court la rejoindre. C'est vraiment un mec bien. Peter remet son masque, ce qui veut dire qu'il avait vraiment zéro excuse pour ne pas juste déposer MJ par terre, et il s'enfuit dans la nuit. Pendant ce temps, chez les Osborn, Harry est tourmenté entre sa haine de Spider-Man, qui, il le pense, a tué son père, et son amitié envers Peter. Ce qui est... compréhensible. Il découvre ensuite la cachette du bouffon vert, s'attise plus qu'un étudiant en soirée d'intégration. Le film se termine sur le mariage de MJ avec un gars super, je suis grave content pour eux. Ah, t'as le pauvre. Ayant clairement mal interprété la fin du lauréat, MJ court dans sa robe de mariée pour rejoindre Peter, qui devrait vraiment apprendre à fermer sa porte. Elle lui dit qu'elle a conscience des risques, mais que Peter ne peut pas faire ses choix pour elle. Et ils s'embrassent. Mais une sirène les interrompt. Mary Jane sort sa catchphrase des comics. Go get him, Tiger. Et Spidey s'envole dans New York avec des hélicoptères de PlayStation et des petits drapeaux américains. Mais le film se termine sur MJ, qui regarde par la fenêtre en souriant, et l'image fond vers le noir tandis que son sourire s'efface. Et il y a toujours pas de scène post-générique, car nous sommes encore dans le monde d'avant. Fin. Meilleur film du monde. Ok. Pourquoi t'es tout seul? Je suis allé enterrer votre copain dans le jardin. Mais t'as pas écouté mon résumé rapide. C'était un peu long pour un résumé rapide. Mais il y avait des blagues. J'aurais préféré passer direct à l'analyse en fait. Où est-ce que vous rangez ça dans votre costume moulant? Tu veux pas savoir. D'accord, vous pouvez partir? Non, déjà je dois faire mon analyse, et ensuite il y a un truc qui me tracasse. J'ai le temps d'aller prendre une douche au moins? Ah c'est bon, je vais attendre. Spider-Muscle et moi on avait entré les coordonnées pour la réalité où des millions de Mary Jane Watson courent toutes nues dans les champs. Mais à la place, on est arrivé dans une réalité où le meilleur film du monde n'existe pas. Une réalité si terrible que Spider-Muscle, paix à ses muscles, est mort. Quand vous dites nu, on parle de nudité totale. Quelqu'un ou quelque chose a manipulé nos coordonnées, c'est la seule explication logique. Et quand vous dites qu'elle court, niveau rebond, on est manipulé dans l'ombre. Un ennemi encore inconnu essaie de nous empêcher d'atteindre notre objectif. Les Mary Jane qui courent toutes nues dans les champs. Précisément. Et vous pensez savoir qui c'est? Non. Ce sera sans doute révélé dans le prochain épisode, après un cliffhanger vague qui permettra au public d'essayer de deviner qui c'est. Je vois.
Et quand on parle de courir dans les champs, est-ce qu'elles peuvent s'arrêter à un moment? Revenons-en à nos Spider-Moutons. Est-ce que Spider-Man 2 est surcoté? Ok, je vais prendre ma douche. Et on va faire face à un premier problème pour cette analyse. Comme je l'ai dit, Spider-Man 2 est l'un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. C'est pas seulement un film que j'aime, c'est un des films qui a défini ce que j'aime. Je veux dire en dehors de Mary Jane trempée et attachée. Mes goûts se sont plus ou moins formés à partir de ce film. Quand je le regarde, j'ai la banane du début à la fin, y a pas une seconde que j'apprécie pas. Je refuse jamais une proposition de regarder Spider-Man 2, même si je viens tout juste de le regarder. Ce film, c'est la vie, c'est le sang. Alors comment je suis censé essayer de voir ses mauvais côtés si pour moi, il n'en a pas? C'est là que j'ai été malin. J'ai demandé votre aide, et comme les New-Yorkais dans le train, vous avez répondu à l'appel. Enfin, les gens qui n'aiment pas Spider-Man 2, oui, ils existent apparemment, ont répondu à l'appel. Il y a aussi 2-3 gens qui ont pris le temps de commenter « Je l'ai pas vu », une catégorie de personnes qui, je le présume, va dans les restaurants pour dire qu'ils n'ont pas faim, dans les bureaux de vote pour dire qu'ils s'abstiennent, ou dans un cirque parce que vous êtes des putains de clowns. Ceux qui l'ont vu et pas aimé m'ont dit ce qu'ils lui reprochaient. Et il y avait plein de critiques intéressantes et constructives qui m'ont permis de voir ce film sous un nouvel angle. J'étais pas du tout en train de rager devant mon écran parce que j'ai tout pris personnellement. Je suis un adulte. Par contre, il y avait aussi des critiques que je ne considère pas comme valides. Du coup, on va commencer par celle-là, histoire que j'explique pourquoi ces arguments ne fonctionnent pas, et ensuite on devra passer à des critiques que je ne peux pas glisser subrepticement sous le tapis. Le premier truc, c'est une critique que je considère comme pas valide non seulement ici, mais dans toutes les situations. Peu importe le film, le jeu vidéo, le livre, la vidéo YouTube, oui, c'est une critique qu'on m'a aussi déjà faite. Aujourd'hui, je règle mes comptes, on est sur mon terrain. Certains commentaires critiquaient Spider-Man 2 parce que la personne n'y avait pas trouvé ce qu'elle attendait. C'est-à-dire qu'elle voulait voir une certaine chose, et que cette chose n'y était pas. On a cité l'humour de Spider-Man, la personnalité d'Octopus, Gwen Stacy, plus de scènes d'action, et je suis désolé, mais on ne peut pas critiquer une œuvre sur ce qu'elle n'est pas. Vos attentes, à part si elles ont été entretenues par le créateur, n'ont aucune valeur dans une critique. Si vous n'avez pas eu ce que vous attendiez, c'est votre faute, pas celle du film. Sans déconner, je vois souvent passer ce genre de commentaires sous mes vidéos, t'as pas parlé de ça, t'as pas mentionné ci, désolé de pas avoir inclus l'intégralité des choses dans ma vidéo. Si je sors une vidéo qui s'appelle « Je fais exploser la lune avec un bison 4 », vous êtes en droit d'attendre de voir le satellite de notre planète exploser à cause d'un pétard. Si je ne le fais pas, j'ai trahi les attentes que j'ai moi-même initiées, vous pouvez donc me critiquer pour ne pas l'avoir fait, parce que j'ai dit que j'allais le faire. Mais si je fais une vidéo qui s'appelle « Spider-Man 2, le film le plus surcoté », vous ne pouvez pas vous plaindre que je n'ai pas fait exploser la lune avec un bison 4, parce que c'est vos attentes cheloues le problème. Donc toute critique où quelqu'un exprime avoir été déçu parce qu'il s'attendait à plus ou à autre chose, c'est une critique invalide pour moi. Je me souviens avoir parlé avec un ami d'Avengers Endgame, et lui, il m'a dit qu'il l'avait pas aimé. Pourquoi pas? Mais sa raison, c'est parce que Hulk n'avait pas de scène de combat dedans. On ne juge pas un film sur les attentes qu'on avait, c'est un comportement de gosse gâté. On prend ce que le film nous donne, et également ce qu'il nous promet, et là on peut juger. Et si j'ai pas mentionné un truc dans ma vidéo, au lieu d'écrire « t'as pas parlé de ça », bah, parlez-en vous-même, vous êtes grand, merde! Voilà pour les critiques que je peux invalider. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet, les critiques pertinentes sur le film. Il y en a notamment une que j'ai trouvée très intéressante, c'est les gens qui disent que Peter Parker n'est pas actif dans Spider-Man 2. Il ne sait pas ce qu'il veut, il est passif dans son propre arc de développement, il abandonne Spider-Man, et c'est des éléments externes qui lui rendent ses pouvoirs plutôt que ses propres choix. Et oui, clairement, oui, c'est ce qui se passe dans le film. Quand Peter décide de reprendre la vie de Spider-Man, ses pouvoirs ne reviennent pas, et c'est seulement quand Octopus kidnappe Mary Jane qu'il redevient Spider-Man. Dans ce film, les choix de Peter ne sont pas importants, et ce sont les événements de l'intrigue qui le portent d'un point à un autre. C'est Mary Jane qui décide de revenir vers lui, pas ses tentatives ridicules de séduction qui la convainquent. Peter est balancé à travers l'intrigue comme une balle de pinball plutôt que comme un héros. C'est une critique valide. C'est aussi le thème du film. C'est quoi le thème de Spider-Man 2? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités? Ça c'était le thème du 1, ça a déjà été exploré, c'est bon. Le thème de Spider-Man 2 n'est pas qu'est-ce que ça veut dire être un héros, c'est il y a un héros en chacun de nous. C'est pas moi qui le dis, c'est Tante May. Le héros dans Spider-Man 2, c'est pas Peter Parker, c'est tous les autres. C'est Tante May qui sauve Spider-Man en attaquant Octopus. C'est des New-Yorkais qui font barrière pour protéger leur héros. C'est une jeune fille qui amène une part de gâteau à son voisin triste. C'est Octavius qui décide de se sacrifier pour ne pas mourir en monstre. Une référence directe au discours de Tante May. Et c'est pour ça qu'à la toute fin, Mary Jane décide de faire le choix que Peter n'a pas été capable de faire, en faisant passer leur amour au-dessus du risque. Alors le film devrait pas s'appeler Spider-Man 2, mais Tante May 1? Non, parce que si les choses s'arrangent à la fin pour Peter, ce n'est pas à cause de conséquences entièrement externes. Même si c'est pas ses choix et ses actions qui impactent directement l'intrigue, c'est les choix et les actions des personnes qui l'inspirent. On revient à Tante May. Kids like Henry need a hero. Courageous, self-sacrificing people. Setting examples for all of us.
Toutes les choses qui s'arrangent toutes seules pour Peter, ce sont des choses qui s'arrangent parce que les gens dans sa vie ont été inspirés par lui et Spider-Man. Spider-Man 1 nous parlait de l'importance d'être un héros, Spider-Man 2 nous parle de l'impact des super-héros sur les autres. Spider-Man nous montre qu'on peut être meilleur, même si lui n'y arrive pas, qu'il échoue, qu'il abandonne, ça nous rappelle juste qu'il est aussi faillible que nous. Il nous rappelle qu'on est tous capables d'abandonner, mais aussi d'être un héros. Quand il retrouve ses pouvoirs, c'est parce que MJ est en danger. Pourquoi MJ est-elle en danger? Parce qu'elle a décidé de revoir Peter, parce qu'elle veut faire face à ses sentiments. Elle pourrait se marier avec un homme qu'elle n'aime clairement pas, ce serait la solution facile sans risque. Oh, there will be risks, but I want to face them with you. It's wrong that we should only be half alive, half of ourselves. Mais elle prend le risque. Tout comme Peter avait pris le risque avec sa poésie nulle, ou en essayant de la reconquérir après son spectacle. C'est une conséquence directe de ses actions. C'est juste qu'elle laisse place aux actions des autres personnages. Le film nous dit que Peter est malheureux non pas parce qu'il est Spider-Man, mais parce qu'il fait les choix des autres à leur place. À aucun moment il ne pense que Mary Jane a son mot à dire sur le risque qu'il lui fait encourir. Parce qu'il ne réalise pas avant la fin du film qu'il n'est pas le seul héros, et qu'il y a un héros en chacun de nous. La passivité supposée de Peter, ou son manque d'impact sur l'intrigue, c'est la colonne vertébrale du film. C'est essentiel pour raconter l'histoire qui nous est racontée. Alors vous avez le droit de ne pas aimer cette histoire, mais c'est pas une anomalie ou une erreur d'écriture. C'est un choix délibéré pour explorer une thématique. Une autre critique valide, c'est que pour beaucoup de gens, l'histoire d'amour entre Peter et MJ parasite l'intrigue. On passe trop de temps dessus, du temps qui pourrait être dévoué à mieux développer Octopus par exemple. Peter et MJ occupent trop de place dans le film, il y a trop d'allers-retours, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais là c'est pareil, c'est voulu. Les producteurs le disent eux-mêmes, le film est avant tout une romance. La trilogie commence avec l'obsession de Peter pour MJ. Ils ont fait de l'amour un élément central de l'histoire. Donc c'est un parti pris. On nous raconte l'histoire d'amour entre Peter Parker et Mary Jane Watson. Si vous êtes pas chaud pour ça, le film est pas pour vous. Ensuite, pour le côté ils ne savent pas ce qu'ils veulent, je pense que c'est une mauvaise interprétation de ce qui nous est montré. Ils savent très bien tous les deux ce qu'ils veulent. Peter veut MJ, il l'a toujours voulu, et MJ veut Peter. Le problème c'est pas du tout de savoir ce qu'ils veulent, c'est de savoir qu'ils ont accès à ce qu'ils veulent. Peter se l'interdit à cause des dangers d'être Spider-Man, mais être avec MJ c'est ce qu'il veut le plus au monde. Il est tiraillé entre son désir et son devoir, mais à aucun moment il ne sait pas ce qu'il veut. C'est juste un dilemme classique. Dans le premier film, il fait le choix difficile de la rejeter, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de vivre avec ce choix. Pour ce qui est de MJ, elle sent très bien que Peter l'aime, mais il refuse de lui dire. De son point de vue, l'homme dont elle est amoureuse la rejette et elle ne comprend pas pourquoi. Elle essaye de l'oublier avec quelqu'un d'autre, ce qui est plutôt humain, mais elle réalise que c'est Peter qu'elle aime vraiment. C'est à ça que sert la scène où elle refait le baiser avec son astronaute. Ça nous montre qu'aussi sympa soit-il, c'est pas lui qu'elle aime. Oui, elle aurait pu prévenir avant le mariage, mais c'est un film, évidemment qu'on veut voir la mariée s'enfuir dans sa robe. C'est cliché à mort, mais justement, ça a un charme. On critique aussi également beaucoup le jeu des acteurs. Alors juste, vous pouvez critiquer tous les acteurs, mais pas Rosemary Harris. Parce que non seulement elle joue Tante May à la perfection, mais en plus elle a fait ses propres cascades à 78 ans. Respectez Tante May. Principalement parce qu'elle peut vous botter le cul quand elle veut. Et pour les autres, moi je suis pas d'accord. Oui, Tobey Maguire fait une tête de cul quand il joue l'effort ou quand il pleure. Mais en vrai, dans les scènes calmes, quand il doit jouer un Peter clairement amoureux mais qui se force à le cacher, je suis désolé, je trouve qu'il est tout en nuances, c'est un super acteur. Pareil pour Dunst qui n'a pas approuvé qu'elle est une bonne actrice. Je pense que votre problème c'est pas les acteurs, c'est les dialogues. Est-ce que les dialogues de la trilogie Raimi sont bons ? Non, ils sont plutôt médiocres, la moitié du temps on dirait que les personnages sont pas dans la même scène. Les monologues sont très bien, mais les dialogues ne sont clairement pas la force du film. Le truc ensuite c'est à quel point c'est important. Pour moi je vois bien que c'est pas ouf, mais ça ruine absolument pas mon appréciation du film. Pour d'autres ça le rend inregardable. C'est quoi le truc? On regarde la même image mais on voit pas la même chose. Peu importe la qualité intrinsèque du film, on va forcément avoir une perception différente de celle-ci. Du coup on peut pas être d'accord, on peut pas trouver de terrain d'entente. Vous n'aimez pas Spider-Man 2 parce que vous ne voyez pas le film que moi je vois. Et c'est mon film préféré parce que je ne vois pas le film que vous voyez. Par exemple, j'adore la musique de Danny Elfman, ça donne un côté Burton à Peter Parker. Mais les goûts musicaux, ça se discute pas. Je peux rien dire si ça marche pas pour vous. Pour moi, avoir construit des marionnettes pour faire les tentacules de Dr Octopus en effet pratique, ça pardonne tous les mauvais effets spéciaux du film. Pour vous, peu importe ce qui est réussi, on remarque que les erreurs. Je peux pas vous convaincre qu'un cube est rouge si vous envoyez une face bleue. La seule solution que je trouve, c'est d'exterminer toutes les personnes qui ont pas aimé le film. Non! Mais ils sont pas d'accord avec moi. Mais c'est pas une raison valable. Mais leur existence me pose problème. C'est pire. Je suis désolé, je sais pas quoi faire. J'aime ce film, je peux pas ne pas l'aimer. J'écoute les critiques des gens, mais j'ai l'impression que ce qui est important pour eux, pour moi, c'est des détails. Et qu'au contraire, tout ce qui est important pour moi, il passe à côté. Je comprends pas qu'on puisse pas l'aimer. Et je comprends pas comment on peut dire que les gens qui l'aiment ont tort de l'aimer. Parce que c'est ça, surcoté. Quand on dit que quelque chose est surcoté, c'est qu'on considère qu'il est trop apprécié et qu'il ne le mérite pas. On dit littéralement, les gens ont tort de trop aimer ça. Vous vous rendez compte d'à quel point ça pue la merde? En fait, je crois que le problème, c'est pas de confronter son opinion à des opinions différentes. C'est vraiment intéressant de savoir pourquoi les gens n'ont pas aimé mon film préféré. C'est comme faire un voyage dans la tête de quelqu'un d'autre. Le problème, c'est quand on commence à comparer des opinions en considérant certaines comme meilleures que d'autres. Dire que Spider-Man 2 est surcoté et que les gens ont tort de l'aimer, c'est aussi stupide que de dire que Spider-Man 2 est le meilleur film du monde et que les gens ont tort de le détester. On n'avance à rien comme ça. En fait, je crois qu'il y a une frustration qui empoisonne les deux camps. D'un côté, les gens qui aiment le film et qui sont frustrés que d'autres ne reconnaissent pas la valeur qu'ils lui accordent. De l'autre, les gens qui ne l'aiment pas et qui sont frustrés de ne pas comprendre ce que les gens qui l'aiment lui trouvent. Mais quand quelqu'un
quelqu'un a un avis différent sur un film, on devrait pas dire « t'as tort, tu es une mauvaise personne et on devrait exterminer tous les gens comme toi ». Bien. On devrait dire « c'est dingue, moi je l'adore, explique-moi ce que toi tu vois ». Si on voit chacun une face différente d'un cube multicolore, au lieu de s'engueuler pour savoir qui a raison, on devrait demander à l'autre de nous décrire la couleur que lui il voit. C'est pas grave si mon film préféré n'est pas le meilleur film du monde. C'est même pas grave si mon film préféré est nul. Ça veut pas dire que je suis nul. Tout comme s'il était le meilleur film du monde, ça ne ferait pas de moi la meilleure personne du monde. Ce que ça fait de moi, c'est quelqu'un qui peut parler de ce film, le défendre et expliquer pourquoi je l'aime autant aux personnes qui ne l'aiment pas. Je peux décrire avec passion ce que j'en tire, même si c'est pas du tout ce que eux en retirent. Et je peux écouter leur point de vue, apprendre. Mais à aucun moment Spider-Man 2 n'est surcoté. Parce que personne ne peut avoir tort d'aimer quelque chose. On choisit pas ce qu'on aime, on aime, c'est tout. Et après on peut essayer d'expliquer pourquoi on aime. Et à aucun moment Spider-Man 2 n'est le meilleur film du monde. Parce que personne n'est forcé de l'aimer. Parce que tout le monde n'y voit pas ce que moi j'y vois. Ce film m'a appris qu'il y avait un héros en chacun de nous. Autant dans ceux qui l'aiment que dans ceux qui le détestent. Tu peux pas choisir qui a le droit ou non d'être un héros. Tu peux pas choisir qui mérite Spider-Man. Ce que tu peux choisir, c'est d'être digne de lui. C'est beau? Merci. Et merci également à Sofiane Amouma qui a réorchestré la musique du générique de l'émission, c'est super classe. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager cette vidéo si vous pensez que son message est important ou au moins si elle vous a fait rire. Est-ce qu'on peut aller dans la réalité des Mary Jane toutes nues s'il te plaît? Non mais t'as rien écouté. Mais c'est-à-dire que j'ai un peu dû aller enterrer ton copain, paix à ses muscles, et après je suis allé prendre une douche donc Je t'ai dit que quelqu'un essayait de nous empêcher d'atteindre la réalité où des millions de Mary Jane Watson courent toutes nues dans les champs. Mais qui? Évidemment, ça peut être que lui. Tu comptes me le dire? Non. Y a une raison particulière? Le suspense. Cool. T'inquiète pas, Spider-Cuddle. Alors si on pouvait éviter ce surnom, on rencontrera très bientôt l'ennemi qui rôde dans l'ombre. Tu teases comme un étudiant en soirée d'intégration.